Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Marseille-Provence. C'est jeudi et comme chaque jeudi, on va parler santé avec notre invité du jour qui s'appelle François Ezinger, qui est oncogénéticien à l'Institut Paoli-Calmettes à Marseille. Bonjour monsieur, merci d'être venu. On va en parler parce que c'est le mois Octobre Rose avec le dépistage du cancer du sein. Tout de suite, c'est l'invité de C'est votre santé. On va parler du cancer du sein avec vous. Vous êtes oncogénéticien à l'Institut Paoli-Calmettes à Marseille. Le cancer du sein, c'est le plus fréquent chez les femmes. C'est aussi, dites-moi si je dis des bêtises, mais c'est aussi un des cancers qui se soigne le mieux. 9 cancers sur 10 environ se soignent. Et pourtant, il représente la première cause de décès par cancer chez les femmes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a toujours un énorme manque de dépistage ? Alors il y a un manque de dépistage. Maintenant, la France est un pays qui a permis la mise en place assez précoce et assez bien organisée du dépistage du cancer du sein. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un manque énorme, mais on peut regretter que toutes les femmes ne bénéficient pas de cette intervention qui améliore dans des proportions significatives notre capacité à le guérir. Donc on pourrait dire, comme le disaient nos professeurs, peut mieux faire. Vous pouvez nous rappeler comment se passe la prise en charge? À partir de quel âge il faut se faire dépister? Où est-ce qu'on va, par exemple, à Marseille? Où est-ce qu'on se rend pour se faire dépister? Alors, le dépistage du cancer du sein actuellement est basé sur des examens d'imagerie de radiologie. Donc, les acteurs qui permettent la réalisation du dépistage sont les radiologues. En ce qui concerne les femmes à qui l'on conseille ce type d'examen, il y a la population générale et c'est à partir de 50 ans, mais on considère que certaines femmes, en particulier en raison de leur histoire familiale, sont à risque de développer des cancers plus précoces dans leur vie. Et pour ces femmes-là, il y a deux catégories. Il y a des femmes qui ont un surrisque réel mais modéré qui commencent vers 40 ans et il y a des femmes qui ont des surrisques très importants qui commencent à 30 ans. Donc on a la capacité de discriminer en population nos recommandations pour l'âge de début. Ça veut dire quoi exactement l'histoire familiale? C'est s'il y a une personne, une femme qui a eu un cancer du sein, il faut qu'il y en ait 2, 3, une mère, une grand-mère? Ça marche comment? Alors il y a des méthodes relativement simples pour identifier ces personnes basées sur des scores où justement on tient compte de deux paramètres, quel est le nombre de cancers du sein observés dans une famille et surtout le marqueur le plus évocateur d'une fragilité de nature héréditaire, c'est l'âge d'apparition d'un cancer. Quand dans une famille il y a un cancer du sein très précoce, 30 ans, 35 ans, cela évoque ce type de fragilité beaucoup plus que quand il y a 4 cancers du sein à 70 ans. Le côté précoce, c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est ça qu'il faut retenir. On termine le mois Octobre Rose, qui est un mois dédié à la prévention du cancer du sein avec de nombreuses opérations qui sont organisées. Qu'est-ce que vous avez organisé à l'Institut Paoli-Calmettes? Alors, si vous voulez, nous, le cancer, l'Institut Paoli-Calmettes, c'est un hôpital monothématique. On ne travaille que sur le cancer. Donc le mois d'octobre, pour nous, n'est pas un mois particulier. Simplement, nous sommes à la disposition de la population. Nous sommes à la disposition d'acteurs comme certaines municipalités ou de la Ligue contre le cancer pour intervenir et augmenter le niveau de conscience de la population sur l'importance de ces sujets, en particulier sur la prévention et sur le dépistage. J'ai oublié de vous demander tout à l'heure, est-ce qu'il y a une prise en charge du dépistage? Alors oui, si vous laissez la France, donc c'est pris en charge à 100%. Peu importe l'âge, même si on est en dessous de ces fameux 50 et qu'on n'a pas de facteur? Alors, il faut quand même qu'il y ait un médecin qui valide le fait que la personne en question puisse bénéficier de dépistage plus précoce, voire plus fréquent. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque? On a un peu allé regarder sur les forums les questions que se posent les habitants du département. Il y a beaucoup de filles qui demandent est-ce que la pilule, par exemple, peut être un facteur de risque pour le cancer du sein, la prise pendant une période prolongée de la pilule contraceptive? Alors, d'abord, mon père me le disait, tous les risques ne sont pas des dangers. C'est-à-dire qu'une augmentation de risque minime n'a rien à voir avec une augmentation de risque considérable. Passer d'un risque de cancer du sein de 10% à 11% n'a pas la même signification que de passer d'un risque de 10 à 30, 40 ou 50%.
En ce qui concerne la pilule, on considère aujourd'hui que la prise de pilule après la première grossesse menée à terme, qui rend le sein plus résistant à toutes les agressions, n'a plus aucun impact significatif sur le risque de cancer du sein. On a un doute quant à l'impact négatif de la prise de pilule si elle est faite pendant longtemps, une dizaine d'années, avant la première grossesse, et les risques induits sont extrêmement faibles, puisque ça correspondrait peut-être à des risques passant de 10 à 11. Et donc, quand on voit les bénéfices en termes psychologiques, en termes de maîtrise de la fécondité, il me paraît tout à fait opportun d'encourager les jeunes femmes à bénéficier de cette intervention et de négliger un éventuel surrisque de cancer du sein. On parle beaucoup en ce moment de la balance bénéfice-risque. C'est notre logique permanente. En médecine, est-ce qu'il y a des facteurs de prévention? On a retrouvé aussi cette question qui revient beaucoup. Est-ce que faire du sport régulièrement, ça peut aider à diminuer le risque du cancer du sein? Alors, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut bien mettre en perspective. Il y a la prévention en général. Si vous faites de l'activité physique régulière, non seulement vous allez diminuer votre risque de cancer du sein, mais vous allez également diminuer votre risque de maladie cardiovasculaire. Donc l'impact d'une action, elle peut être multipliée par les pathologies que l'on prévient. Et donc l'activité physique fait partie des 3 ou 4 priorités globales concernant notre santé. Quelles sont les autres? Le tabac en numéro 1, l'obésité en numéro 2, l'alcool en quantité excessive en numéro 3 et l'activité physique en numéro 4. Numéro 4. On va parler à présent des traitements. On sait que ce cancer, le cancer du sein, qui est le plus fréquent chez les femmes, il se soigne très bien quand il est dépisté très tôt. Quels sont les traitements? Alors, je voudrais quand même nuancer votre intervention, c'est-à-dire que le cancer du sein se soigne très bien quand il est diagnostiqué très tôt, il se soigne bien quand il est diagnostiqué tard. Un cancer du sein découvert tardivement n'est pas un arrêt de mort. C'est simplement une diminution de notre capacité à guérir cette maladie. Et il ne faut pas que des femmes qui, pour une raison ou pour une autre, se trouvent diagnostiquées avec un léger retard, considèrent que la situation est dépassée. Donc on a de très nombreux traitements dans le cancer du sein, de catégories différentes. Donc on a des traitements localisés dans la zone où le cancer est né, c'est-à-dire des traitements autour du sein, que ce soit la chirurgie ou la radiothérapie. Et puis on a des traitements qui sont capables d'aller partout dans l'organisme pour éventuellement tuer des cellules qui auraient quitté l'endroit où elles sont nées, qui est le sein, pour aller coloniser d'autres endroits. Et en gros, dans le cancer du sein, on peut dire qu'on a de la chimiothérapie, on a de l'hormonothérapie et on a de nouvelles classes thérapeutiques, dont l'immunothérapie. On parle beaucoup en ce moment de l'immunothérapie. Alors, l'immunothérapie, si vous voulez, on en parle beaucoup d'abord parce que c'est récent. Que dans un paysage où on avait en gros 80% de guérison, être capable de passer à 85 ou 88, pour nous, c'est toujours un espoir, mais c'est surtout intellectuellement que cette nouvelle catégorie thérapeutique est intéressante, puisqu'en gros, nous aidons le corps à lutter contre la maladie et ne nous luttons pas directement par cette immunothérapie. C'est quoi la particularité de votre institut en matière de recherche ou de traitement? Si vous voulez, encore une fois, comme je l'ai dit au début, c'est un hôpital monothématique. Ensuite, sans être marxiste, mais en l'étant un peu, la taille des structures conditionne le comportement des acteurs. Donc, c'est un hôpital relativement petit. Tous les médecins se connaissent et ont donc une capacité de travail collectif qui me paraît très intéressante et très agréable pour les médecins. Est-ce que vous pouvez donner un conseil aux femmes qui nous regardent oui. En matière de cancer du sein? Alors oui, c'est ce qu'on a un peu évoqué. Donc, c'est avoir une activité physique régulière, le contrôle du poids, éviter la consommation d'alcool excessive, bénéficier du dépistage et avoir confiance dans le système. C'est-à-dire que je considère que notre système sanitaire est très performant, même s'il a des lacunes que l'on observe tous les jours. Et donc, il faut avoir confiance dans les médecins qui vous prennent en charge. Est-ce que si l'on va chez son médecin gynécologue de manière régulière,
logiquement, on est censé ne pas passer à côté d'un éventuel cancer du sein, ou il faut faire autre chose comme démarche? Non, alors si vous voulez, il ne faut pas rechercher de certitude dans un monde où il n'y en a pas. La prise en charge régulière auprès de gynécologues et de médecins permet d'optimiser nos chances, de maximiser les chances. Globalement, si vous voulez, pour en revenir à ce thème que j'ai rapidement abordé, celui de la confiance, je pense que les femmes, les hommes et l'ensemble de la population, leur meilleur atout, c'est leur médecin. Il faut qu'ils aient confiance dans leurs médecins. Il faut que les médecins méritent la confiance des gens et écoutent les patients. Une dernière question pour terminer. On a beaucoup vu parler, on allait faire un petit tour sur les forums pour voir ce que les habitants du département se posaient comme question par rapport au cancer du sein. Il y a une question qui revient souvent, c'est la mastectomie préventive. Qu'est-ce que c'est? Rappelez-nous ce que c'est. Alors, la mastectomie préventive est quelque chose qui s'est développé dans les années 96 pour faire face à des situations extrêmement particulières dont je m'occupe, qui sont ces femmes qui non seulement ont une histoire familiale de cancer avec de nombreux cas précoces, mais qui ont le marqueur de ce risque qui est une anomalie génétique. Ces femmes ne sont pas condamnées à faire un cancer du sein, mais leur risque de faire un cancer du sein est de l'ordre de 60-65%, c'est 2 fois sur 3. Et donc il y a des patientes qui, ayant des difficultés psychologiques à affronter cet état de tension, les examens itératifs, ou parce qu'elles ont vu mourir leur mère et leur sœur d'un cancer du sein, souhaitent cette chirurgie qui est effectivement extrêmement efficace, qui est toujours associée à une reconstruction immédiate, mais qui ne s'impose pas aux patientes. C'est-à-dire que c'est un outil qu'elles ont à leur disposition. Qui, on le rappelle, consiste à enlever les seins et mettre des prothèses. Okay. Ça ne s'impose pas à elles, mais elles peuvent le choisir, ne serait-ce que pour éviter de passer par la case maladie. Voilà, si j'en reviens à la prévention, mieux vaut ne pas être malade que d'être guéri.